Madame, Monsieur, bonsoir et joyeux Noël à tous. Ce soir, les policiers français n'ont pas de confirmation de la menace terroriste à bord d'avions reliant Paris à Los Angeles. Hier, sur demande des autorités américaines, le gouvernement français avait annulé 6 vols par mesure de précaution. Noël endeuillé à Tel Aviv, un attentat suicide a fait au moins 4 morts aujourd'hui. Israël a immédiatement imposé un bouclage total des territoires palestiniens. Pour la seconde fois en 11 jours, le président pakistanais a échappé à un attentat. Tout à l'heure à la télévision, Pervez Musharraf a accusé des terroristes d'être responsables de cette action. L'Europe a réussi son rendez-vous de Noël avec la planète rouge. Succès pour la mise en orbite de la sonde, mais aucune nouvelle pour l'instant du robot Beagle. Alain Sirou, directeur de la rédaction de Ciel et Espace, nous dira s'il faut s'en inquiéter. À Arles, le cœur n'était pas toujours à la fête. 300 familles sont toujours sans logement quelques semaines après les inondations. Et puis, l'événement ce soir sur France 2, c'est l'adaptation du Lion de Joseph Kessel. Vous y découvrirez un duo d'acteurs inédits, Alain Delon et Anouchka, sa fille, qui nous font le plaisir d'être avec nous ce soir en direct. À tout à l'heure. Comme chaque année, l'image symbole de Noël, c'est bien sûr la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi prononcée par Jean-Paul II. Visiblement fatigué, le Saint-Père a lancé un appel contre le terrorisme et toutes les formes de violence. Gérard Grisbeck, Sébastien Spitzer. Comme le veut la tradition, le pape a prononcé sa bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde, après avoir souhaité un joyeux Noël. C'était ce matin sur la place Saint-Pierre où, malgré le froid, des pèlerins étaient venus nombreux pour voir Jean-Paul II. Malheureusement, ce n'est qu'un homme et je pense qu'il est un peu au bout de son chemin et donc je pense qu'il va essayer de donner un dernier pontificat cette année exceptionnelle. Pourtant, hier soir, lors de la messe de minuit, le pape est apparu en meilleure forme, bien qu'il soit impotent. Il a tenu à lire lui-même sa prière, donnant tout de même quelques signes de fatigue. Jean-Paul II a exhorté le monde à dépasser les conflits. Il a bien sûr condamné le terrorisme. Trop de sang coule encore sur la terre, a-t-il dit, avant de bénir des enfants venus du monde entier. Un discours plus que jamais d'actualité puisqu'un attentat suicide a coûté la vie tout à l'heure à 4 personnes près d'un arrêt de bus à Tel Aviv. Israël a immédiatement réagi et ordonné le bouclage total des territoires palestiniens. Charles Anderlin, Alon Greco. La bombe humaine a actionné sa ceinture d'explosifs à un arrêt de bus bondé à l'est de Tel Aviv. Des boulons et des clous étaient mélangés à la charge. Il y a 3 morts israéliens parmi lesquels une jeune fille. Plusieurs blessés sont très gravement atteints. Le terroriste appartenait au FPLP, une organisation néo-marxiste. C'est la première attaque suicide en Israël depuis 2 mois. Une période pendant laquelle l'armée et la police israélienne ont réussi à déjouer plusieurs tentatives d'attentat. Le hasard a voulu que moins d'1 heure avant cette explosion, un hélicoptère israélien tire des missiles sur 7 voitures dans la ville de Gaza. Mokbel Hamid, le chef de la branche armée du djihad islamique, et 2 de ses adjoints se trouvaient à bord. Ils ont été tués sur le coup, ainsi que 2 passants. La foule réagit en réclamant d'autres attaques contre Israël. Selon Tsahal, Hamid préparait un attentat de grande envergure. En l'absence de toute perspective de négociation, le conflit israélo-palestinien se durcit. Je vous le disais dans les titres, le président pakistanais a une nouvelle fois échappé à un attentat. Il faut dire que le président Musharraf suscite beaucoup d'animosité dans les rangs islamistes depuis qu'il s'est rallié à la lutte contre le terrorisme. Christian Autain. C'est la 2e fois en 10 jours que le général Musharraf échappe de justesse à une tentative d'assassinat. Ses assaillants l'attendaient dans des stations-service à bord de 2 voitures kamikazes. Les déflagrations ont projeté débris et fragments de corps sur plusieurs centaines de mètres. On avait bloqué la route pour permettre le passage du convoi présidentiel. Et puis soudain, une camionnette a surgi. Elle a essayé d'entrer au milieu du cortège et il y a eu une explosion. Une première explosion suivie d'une deuxième à quelques secondes d'intervalle. Bilan, 14 morts et près d'une 50aine de blessés. 3 limousines du cortège présidentiel ont été endommagées. Mais seul le pare-brise de la voiture du président Musharraf a été touché.
7 heures plus tard, comme par défi, le chef de l'État pakistanais se montre à la télévision, apparemment en bonne santé. Il accuse aussitôt les terroristes d'être à l'origine de ce double attentat. Après avoir soutenu les talibans dans les années 90, Musharraf est devenu le principal allié des États-Unis dans leur lutte contre Ben Laden. Un revirement vécu comme une trahison par les islamistes radicaux. Aujourd'hui, près de 500 membres présumés d'Al-Qaïda sont sous les verrous au Pakistan. En Irak, la guérilla a mené aujourd'hui une série d'attaques. Une bombe a explosé sur une grande artère de Bagdad. 4 roquettes se sont abattues sur le QG américain et d'autres ont touché le mur d'enceinte de l'ambassade turque. Enfin, un obus a également atteint des bureaux situés à quelques mètres de l'ambassade d'Allemagne. Hier déjà, l'ambassade d'Iran avait été touchée et l'hôtel Sheraton avait été la cible de tirs de roquettes. Air France reprendra demain ses rotations entre Paris et Los Angeles. Hier, le gouvernement français, alerté par les autorités américaines, avait appliqué le principe de précaution en annulant 6 vols. Ce soir, aucun élément n'a été retenu contre les passagers présentés comme suspects par les États-Unis. Stéphane Bretner, Karine Elkoubi. Pas quoi faire, nous a donné ce numéro-là pour essayer de trouver une solution. On part vendredi, c'est sûr. Oui, à partir du moment Pour 450 passagers, c'était Noël à l'hôtel. 6 vols Air France à destination de Los Angeles n'ont jamais décollé. Une décision rendue publique à la dernière minute qui a pris tout le monde de court. On ne savait rien, on ne savait absolument rien. Au dernier moment, on nous a dit que c'était annulé, c'est tout. On nous a dit que c'était pour la sécurité, donc on est compréhensif quand même. On préfère rester là que prendre des risques. Vaut mieux ça que de sauter dans l'avion. Un attentat en plein vol, voilà ce que craignaient les services secrets américains. Alors à Roissy, les policiers ont vérifié l'identité de tous les passagers et fouillé leurs bagages. Avec parfois des entretiens très poussés, comme pour ce jeune homme d'origine algérienne. Ils ont vérifié tous les papiers que j'avais dans... Même les petites factures, les 2 CB et tout, ils les ont toutes photocopiées. Ils ont fait un dossier comme ça. Ils m'ont posé des questions sur ma vie, sur mes amis, sur mes parents, si j'avais encore des attaches dans mon pays d'origine. Dans la liste des suspects fournis par les Américains, un Tunisien. Il s'avérera que l'homme n'a même pas cherché à prendre l'avion. D'après un magistrat, les policiers ne découvriront aucun élément, aussi infime soit-il, qui confirme une menace terroriste. À tel point que le parquet n'a même pas ouvert d'enquête préliminaire, une mesure pourtant très classique en matière de terrorisme. Ce soir, pour les 100 passagers toujours à l'hôtel, le départ est prévu demain à 13h35. La décision qui a été prise hier soir est exceptionnelle. C'est le Premier ministre lui-même qui l'a prise. Depuis quelques jours, les autorités américaines avaient fait part de leur crainte de risque d'attentat sur les vols à destination de Los Angeles. Les explications de Yasmina Farber. Dimanche dernier, Washington annonce que l'alerte antiterroriste passe au niveau orange. La menace est considérée comme très élevée. Sur le territoire américain, les contrôles de sécurité sont renforcés, surtout aux abords des aéroports. Mais les États-Unis font partager leurs craintes à la France. Le même jour, Colin Powell téléphone à Dominique de Villepin, le ministre des Affaires étrangères. Le secrétaire d'État lui communique certaines informations. Les renseignements américains, à l'affût de conversations téléphoniques suspectes, redoutent une nouvelle opération d'Al-Qaïda avec des avions de ligne. Les États-Unis suggèrent à la France de prévoir des hommes armés à bord des vols considérés à risque. Mardi, après une réunion à Matignon, Paris accepte la présence du GIGN sur Air France. Mais 24 heures plus tard, changement de ton. L'ambassade des États-Unis à Paris demande l'annulation pure et simple des vols. Jean-Pierre Raffarin est à Poitiers. Il décide de suspendre 6 vols d'Air France. Dans un communiqué, Matignon explique que cette mesure a été prise à la demande du Premier ministre sur la base d'informations en cours de vérification qui étaient de nature à mettre en cause la sécurité de ces vols. Après 4 jours d'entretien, la France a accepté cette requête américaine hors du commun, pour la sécurité bien sûr, mais aussi pour détendre des relations diplomatiques difficiles. Alors de leur côté, les Américains ont vécu un Noël sous très haute surveillance. Pascal Golomer, vous êtes en direct de New York. Bonsoir. Aux États-Unis, on est vraiment sur le qui-vive. On prend très au sérieux ces risques d'attentats. Oui, les autorités ne cessent de le répéter. Les mesures de sécurité supplémentaires mises en place à travers tout le pays sont sans précédent depuis septembre 2001. Et c'est particulièrement visible à l'aéroport de Los Angeles, une ville qui, selon les services de renseignements américains, serait la cible privilégiée des réseaux terroristes
pour une attaque en cette fin d'année, période particulièrement sensible. On se souvient de Richard Reed, ce passager qui avait dissimulé de l'explosif dans ses chaussures pour faire exploser un avion American Airlines entre Paris et Miami. C'était il y a 2 ans, le 22 décembre 2001. Alors, est-ce que dans le contexte actuel, la France pouvait se permettre de ne pas prendre en compte les mises en garde lancées par les États-Unis ? On imagine mal les Français dire non ou même émettre des réserves avant d'annuler ces vols Air France. Il a fallu décider très vite au nom du principe de précaution en quelque sorte. Les conséquences auraient pu être terribles si l'avion avait décollé, si les renseignements des Américains s'étaient révélés exacts. En tout cas, les autorités françaises se félicitent ouvertement de cette excellente coopération entre les deux pays, au moins en matière de lutte contre le terrorisme. Comme pour faire oublier les autres différends, les Américains, eux pour l'instant, n'ont fait aucun commentaire enthousiaste sur le sujet. Merci beaucoup Pascal. Les aéroports français sont-ils suffisamment sécurisés pour déjouer toute tentative terroriste? Frédéric Crotin a eu accès à un rapport confidentiel qui pose clairement la question de l'efficacité du dispositif français. Loin de la promenade de santé, la sûreté est un véritable casse-tête pour les autorités. Leur mission première, c'est le contrôle des personnes. Souvenez-vous, Richard Reed et ses chaussures piégées. En décembre 2001, il réussit après 2 tentatives à embarquer sur un Paris-Miami d'American Airlines. Il avait un vrai passeport, mais une fausse identité. Le faux, c'est un fléau. C'est le problème principal, c'est-à-dire qu'il y a énormément de faux. Donc ça, c'est ce qui a trait aux documents. Mais vous avez aussi des personnes qui sont sous des fausses identités et qui ont des vrais documents. Celles-là sont absolument indétectables. Autre écueil, la détection des matières dangereuses. Les agents de sûreté, tous employés par des sociétés privées, sont mal payés et mal formés. La plupart du temps, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent dans les bagages. En novembre 2002, un rapport confidentiel que nous nous sommes procuré constatait, test à l'appui, les failles du système français. Les résultats de ces contrôles sont alarmants puisqu'ils mettent en lumière un taux de pénétration illicite à Orly et Roissy de 30 à 80%. Et plus récemment, ce député a fait faire le même genre de test sur les aéroports français et obtenu les mêmes résultats. J'ai fait plus d'une dizaine de tentatives de pénétration avec des armes réelles. Bon. Et on a obtenu une fiabilité très faible. En matière de sûreté, la France n'a rien à envier à certains pays sous-développés. Et pourtant, l'ardoise est lourde. 500 millions d'euros y sont consacrés chaque année, payés entièrement par les passagers. Au Bénin, un accident d'avion a coûté la vie à près de 80 personnes. L'appareil a apparemment heurté au décollage un bâtiment situé au bout de la piste de l'aéroport de Cotonou. Sur place, certaines personnes mettent en cause la lenteur des secours. L'avion appartient à une compagnie africaine, mais des Libanais l'avaient affrété. Les passagers devaient se rendre à Beyrouth. La Chine connaît une des plus graves catastrophes industrielles de ces dernières années. Une explosion sur un gisement de gaz a fait près de 200 morts au sud-ouest du pays. Les autorités ont évacué plus de 30 000 personnes qui risquaient d'être intoxiquées par les émanations de gaz. On ne connaît pas l'origine de cette explosion. Et puis, le sud de la Turquie est quant à lui touché par des pluies diluviennes. 4 personnes ont trouvé la mort, 9 autres sont portées disparues. Les intempéries devraient se poursuivre demain. L'Europe a donc réussi son rendez-vous de Noël avec la planète rouge. La sonde Mars Express a effectué avec succès sa mise en orbite. Seule inquiétude pour les scientifiques, pour l'instant, ils n'ont aucune nouvelle du robot Beagle. Nicolas Châteauneuf. Ces 10 petites notes de musique, c'est ce qu'aurait dû nous envoyer ce matin la sonde européenne Beagle 2, pour nous signaler son arrivée à la surface de Mars. Mais voilà, à 400 millions de kilomètres de la Terre, les communications ne sont pas toujours faciles et pour l'instant, c'est le silence radio. Il est possible que Beagle se soit posé sur Mars à un endroit tout à fait inattendu. Et l'antenne est peut-être pointée dans une autre direction que celle prévue par nos calculs. Il faut dire que le Noël de Beagle aura été éprouvant. Larguée il y a 6 jours par Mars Express, la petite sonde a entamé ce matin une descente périlleuse dans l'atmosphère martienne. À 21 000 km/h, le bouclier thermique a subi des températures frôlant 1600 degrés. Pour ralentir la chute, les ingénieurs ont alors prévu de déployer des parachutes. Mais le plus délicat a sans doute été le premier contact avec la surface, amorti par des airbags. Il faut que les airbags soient gonflés à temps, il faut que le parachute ne soit pas mis en torche. Ça fait beaucoup de conditions nécessaires à l'atterrissage. C'est très difficile de se poser sur une planète.
Au centre de contrôle de Darmstadt en Allemagne, les ingénieurs gardent le moral. Ils comptent bien reprendre contact avec leur sonde avant minuit. Mais dans tous les cas, la mission sera un succès. Car si Beagle a un peu de retard à l'allumage, la sonde Mars Express, elle, s'est parfaitement mise en orbite autour de Mars. Un exploit scientifique qui va permettre d'étudier la planète sous toutes les coutures et notamment de trouver où exactement se cache son eau. Depuis le 19e siècle, Mars est la planète qui fait le plus fantasmer les hommes. Elle a inspiré le cinéma, la littérature et la musique. Espérons que les futures découvertes scientifiques ne briseront pas le mythe. Sophie Mézal. Dans l'imaginaire collectif, les soucoupes volantes et les extraterrestres viennent presque forcément de Mars, la planète qui a le plus suscité de fantasmes. Sa légende démarre en 1900 lorsqu'un astronome excentrique et millionnaire, Percival Lowell, croit observer à sa surface 400 canaux. Il les référencie sur des cartes. Pour lui, il n'y a aucun doute. C'est un système d'irrigation mis en place par les Martiens pour lutter contre la sécheresse de leur planète. Les Martiens ont construit 2 immenses canaux en 2 ans, titre très sérieusement la presse de l'époque. Preuve, croit-on, que la vie existerait donc bien sur Mars. Dès lors, le Martien prend un visage. Une multitude de représentations plus fantaisistes les unes que les autres se succèdent, mais celle du petit bonhomme vert est la plus généralement admise. Le fantasme se nourrit aussi de quelques images réelles cette fois, comme ce visage qui apparaît par le hasard des ombres sur un cliché de la planète rouge. Mars enflamme aussi l'imaginaire des romanciers. La guerre des mondes, écrit à la fin du 19e siècle, inspire Orson Welles, qui l'adapte pour un feuilleton radiophonique. Les auditeurs tombent dans le piège savamment tendu par Welles. Et ce 30 octobre 1938, 1 million d'entre eux croient vraiment à l'invasion des Martiens. Le New York Times fait sa une de cette vague de panique sans précédent. Mars est aussi une source d'inspiration infinie pour le cinéma. Le scénario le plus répandu, c'était jusqu'alors l'invasion de la Terre par les méchants martiens. Mais qui sait si un jour, ce n'est pas l'homme qui envahira Mars. Alain Sirou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la rédaction de Ciel et Espace. Alors, est-ce qu'il est inquiétant de n'avoir aucun signe pour l'instant du robot Beagle ? Oui, mais on est sûr d'une chose, c'est qu'elle n'a pas été kidnappée par les Martiens. Donc ça, je peux vous l'assurer. Ce que l'on sait aussi aujourd'hui, c'est qu'elle s'est posée au bon endroit, à 50 km près. Mais ça fait partie du suspense nécessaire et, j'allais dire, presque obligatoire de ce genre de mission très complexe qui consiste à mettre à la fois en orbite une sonde autour d'une planète et puis en même temps de poser un atterrisseur à la surface de Mars. Mais ce n'est pas terminé parce que cette nuit, on va avoir des tentatives, en particulier avec le grand radiotélescope de Jodrell Bank, pour savoir si la sonde vit, émet et sur la planète. Voilà, les scientifiques qui nous tiennent en haleine. Alors l'objectif de la mission, c'est de découvrir des traces de vie. Il y a 2 objectifs majeurs dans la mission Mars Express. La première, c'est vraisemblablement de fouiller, creuser, analyser le sol. Ça, c'est le petit Beagle qui doit le faire s'il fonctionne. La deuxième, elle est très importante, et là, ça va marcher en principe. C'est d'analyser à partir de l'espace, à partir donc de l'orbiteur Mars Express qui s'est mis en orbite autour de la planète, et là c'est quand même une première pour l'Europe, d'analyser le sol, l'atmosphère, essayer de savoir s'il y a de l'eau en profondeur dans le sol martien. Vous savez que c'est une des grandes énigmes de la planète Mars, savoir si l'eau a coulé dessus, si elle a disparu, où elle est passée, et si aujourd'hui il reste quelques poches actives. Alors rêvons un peu, est-ce qu'on peut espérer un jour voir un homme fouler le sol de Mars ? Alors, je crois qu'on a besoin de ces grandes utopies qui font qu'on se sent homme, vous savez, cette idée qu'on peut explorer le système solaire, qu'on peut se dépasser, aller voir un petit peu plus loin. Ça fera vraisemblablement partie des grandes épopées du XXIe siècle, à condition qu'il y ait une conjonction entre un intérêt, une décision politique, un intérêt économique, et puis, vous savez, pour les scientifiques, il est clair que aller fouiller une planète comme Mars, c'est essayer de savoir quels sont les secrets peut-être de nos origines, et en même temps de savoir si sur une autre planète a pu se développer la vie. La grande question, c'est sommes-nous seuls dans l'univers? Si on savait répondre en disant ça a pu exister dans le système solaire, ce serait déjà merveilleux. Merci beaucoup Alain Sirou. Ce matin, un avion de tourisme s'est écrasé près de Bourg-Saint-Maurice en Savoie. 2 passagers ont trouvé la mort, 2 autres ont été gravement blessés. Il s'agit d'une famille qui effectuait un baptême de l'air. Pour l'instant, on ne connaît pas les raisons de cet accident.
On reste en montagne pour évoquer les risques d'avalanche. Chaque année, elle tue une trentaine de personnes. Et pour l'instant, on n'a rien trouvé de mieux que les chiens pour secourir les personnes ensevelies sous la neige. Dans les Deux-Alpes, la sécurité civile organise des formations ouvertes aux professionnels. Yann Fronty, Yann Moine. C'est une avalanche au pied des pistes. Elle a emporté plusieurs skieurs. Il faut faire vite, après 15 minutes sous la neige, les chances de survie diminuent très fortement. Dotés d'un odorat ultra sensible, les chiens sont attirés par les odeurs. Ils en perçoivent 500 000, l'homme 4 000 seulement. Le chien, il vient de repérer une effluve là, qui sort de la neige. Et il essaye de sélectionner l'endroit où ça va sortir le plus, quoi. Ben, ça, il vient de percer. Il vient de percer, le chien a repéré la victime. Pour lui, c'est un jeu, il gratte la neige pour l'atteindre. Viens mon loulou, tu l'as trouvé le bébé. Oui, voilà. Cette fois, il ne s'agit que d'un exercice. Chaque année, une vingtaine de nouveaux maîtres chiens, pisteurs, sapeurs-pompiers, professionnels de la montagne sont ainsi formés. À la prochaine avalanche, ils interviendront en conditions réelles, mais le scénario sera identique. Sur une avalanche, on opère toujours de la même façon. En groupe, les pisteurs sondent minutieusement la neige. Le chien, lui, guidé par son maître, est plus libre. Vous voyez que c'est difficile, c'est fastidieux, ça prend du temps. En règle générale, une vague de 10 sondeurs, ce qu'elle va faire en 1h20, 1h30, le chien, lui, il est capable de parcourir la même surface en 20 minutes. L'année dernière, on a dénombré plus de 40 accidents d'avalanche. 37 personnes ont été ensevelies, 11 seulement ont survécu. À chaque opération de secours ou presque, il y avait un chien. Jusqu'à présent, aucune machine n'a encore pu égaler leur flair. Dans les prochains jours, soyez très attentifs aux distributeurs de billets qui se trouvent près de chez vous. Peut-être font-ils partie des centaines d'appareils qui ne seront plus alimentés en argent à partir du 1er janvier. À compter de cette date, les banques doivent sécuriser les points de retrait. David Boyery, Maxime Soulard. Un simple cube installé dans le hall d'une gare parisienne. Ce distributeur isolé n'est déjà plus en service. Au 1er janvier prochain, ce sera systématiquement le cas pour tous les distributeurs de billets qui ne répondent pas aux nouvelles normes de sécurité. Un distributeur automatique de billets sécurisé, c'est ça. C'est une porte blindée, œilleton pour que la personne voit à l'intérieur. À l'intérieur, il y a caméra, il y a téléphone. Voilà, système de sécurité blindé. Voilà, sécurité pour les courriers de fond et pour le personnel qui fait la maintenance des distributeurs automatiques de billets. Tout un dispositif entièrement conçu pour dissuader les éventuels braqueurs. C'était l'une des principales revendications des convoyeurs. Être mieux protégés lorsqu'ils manipulent toutes ces liasses de billets pour remplir les distributeurs. Dans un communiqué, la Fédération bancaire française précise que les aménagements prévus par la loi ont bien été réalisés. Mais elle reconnaît que certains distributeurs ne seront pas aux normes, notamment à Paris et en région parisienne. Ils ne seront donc plus en service. Une situation qui ne devrait pas trop perturber la circulation d'argent liquide. Sur les quelques 28 000 distributeurs automatiques installés en France, seuls quelques centaines sont concernés. En Angleterre, un immeuble particulièrement futuriste a été construit à Birmingham. Pas de fenêtres, il est recouvert de disques de métal. C'est le nouveau centre commercial de la ville. C'est un espoir de reprise économique pour une région sinistrée. Daniel Wolfram, Régis Maté. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce bâtiment aux courbes étranges face à la paroissiale du XIIIe siècle? À Birmingham au marché, la jeunesse semble apprécier l'architecture audacieuse. Joli, joli, moderne. Mais d'autres sont peu adeptes de la modernité. Je ne l'aime pas, parce que je pense que c'est laid. Je n'aime pas sa forme et ça ne va pas avec les autres bâtiments. Cette ligne d'horizon monotone sans fin, c'est Birmingham. Deuxième ville de Grande-Bretagne, qui connaît comme toute vieille cité industrielle en Europe, le chômage et la pauvreté. Mais la ville réagit en créant de toutes pièces un gigantesque centre commercial, une opération menée tambour battant en moins de 2 ans et demi pour attirer ici des millions de consommateurs avec pour bâtiment phare ce magasin de luxe aux courbes avantageuses. Et ce n'est pas fini car la ville veut utiliser l'architecture moderne comme cheval de Troie pour son développement. Il y aura d'autres développements dans les domaines du savoir, de la technologie. Il y aura un nouveau parc qui reliera tout ça. Et ce bâtiment est l'avant-garde d'un grand projet de renouvellement urbain pour les 10 prochaines années. Qui l'aurait cru? Birmingham, un lieu branché? Le bâtiment, une coquille de béton incrustée de grandes pastilles d'aluminium, énorme œil de mouche, attire les artistes.
Modernité mais conservatisme britannique aussi. La vieille gare de Birmingham emmenait autrefois sous Victoria les gens à Londres, entièrement retapée. Elle conduit aujourd'hui au centre-ville. Je viens presque chaque jour, 4 fois par semaine. Et qu'est-ce que vous pensez de ce bâtiment? Je préfère la nuit, c'est mieux la nuit. Birmingham, après d'autres cités, réhabilite son centre commercial, devenu temple de la consommation. Il durera ce que durera l'expansion économique du pays. Mais ceci est une autre question. Aujourd'hui à Arles, les célébrations de Noël se sont limitées à une messe qui s'est déroulée dans une petite église qui avait été touchée par les récentes inondations. Cette année, 300 familles n'ont pas pu passer le réveillon chez elles et certaines personnes n'avaient vraiment pas le cœur à la fête. Francis Mazoyer, Michel Comin. Des dégâts impressionnants. Il y a eu jusqu'à 1,50 m d'eau dans ce mas des quartiers nord d'Arles. Cette famille veut tout remettre en état au plus vite. Elle ne fêtera pas Noël. Cette année, on s'était promis vraiment de faire une belle crèche. Elle a mis quand même 2 ans pour faire sa collection et ça ne sera pas fait. Excuse-moi. 300 sinistrés n'ont toujours pas regagné leur domicile. Ils vivent à l'hôtel ou chez des proches. C'est pour eux que ce repas de Noël a été organisé par la municipalité. Quelques chants en provençal et du champagne dans des coupes en plastique. Ce n'est pas le grand luxe, mais ça apporte du baume au cœur. Ça rapporte beaucoup pour les petits. C'est-à-dire La joie, le réconfort, qu'on voit tous les gens autour, ça change et ça donne de l'espoir. La messe de Noël ce matin en hommage aux 7000 sinistrés. L'église de Sainte-Famille qui a été inondée a rouvert pour la circonstance. L'archevêque d'Aix-en-Provence lit un message du pape Jean-Paul II. Ma pensée affectueuse va aujourd'hui à toutes les personnes qui, au cours des semaines passées, ont été touchées par les graves inondations qui ont eu lieu dans votre région. Les premiers mobil-homes doivent arriver dans les jours qui viennent à Arles, une ville qui commence à peine à panser ses plaies. Ce soir, seuls 3000 foyers sont encore privés de gaz à Ajaccio. Hier, une panne survenue dans une centrale d'approvisionnement avait touché plus de 20 000 habitations. Les agents de Gaz de France, qui n'ont pas cessé de travailler durant tout le réveillon, estiment que la situation devrait rentrer dans l'ordre dans la soirée. Comme chaque année, les associations caritatives se sont mobilisées pour que les personnes isolées ou en difficulté ne passent pas Noël toutes seules. À Paris, par exemple, le Secours catholique avait affrété 6 péniches pour une croisière sur la Seine. 215 personnes ont participé à la fête et apprécié les lumières de la capitale. Chez les petits frères des pauvres, on préfère passer le réveillon au domicile des personnes isolées. C'est le cas de ces bénévoles qui ont choisi de partager le repas d'un couple de la capitale. Reportage Christophe Widman, Mélissa Montero. Dans cette famille bourgeoise, le repas du réveillon a forcément lieu le 25 décembre. Normal, le 24 au soir, les grands-parents, Annie et Bernard, ont toujours rendez-vous avec de parfaits inconnus. Depuis 50 ans, le couple est bénévole chez les petits frères des pauvres. Dans leur sac à dos, un repas de fête pour 4 personnes. Figurez-vous que nous allons passer Noël chez des amis, qui sont des amis des petits frères, que nous ne connaissons pas et qui sont tout seuls ce soir. Ça va, monsieur Chabrier? Ça va? Voici les hôtes du soir, un couple de retraités qui, dans son petit 2 pièces, reçoit rarement de la visite. Besoin de parler, d'être écoutés, ils confient très vite leurs problèmes jusqu'aux blessures les plus intimes. 2003, c'était une mauvaise année pour moi. J'ai perdu un fils. Et ça me fait mal au cœur. Je ne savais pas. Et maintenant que je le sais, je veux dire que je partage votre peine. Mais dans mon cœur, il est là. Il est là. Il est là ce soir. Mais très vite, le ton se fait moins grave. Les bénévoles savent créer dans ces murs une ambiance de fête. C'est un Noël que je n'ai jamais vu. C'est extraordinaire. J'en suis énormément surpris. J'ai l'impression que ce soir, on a reçu un cadeau unique. On y repensera toute notre vie. Hier soir, 17 réveillons à domicile ont eu lieu à Paris. L'association compte en organiser davantage l'année prochaine.
À la prochaine, non. Et partout dans le monde, des millions de personnes célèbrent Noël, qu'elles soient croyantes ou non. Images pittoresques commentées par Arnaud Miguet. Le Père Noël version 2003. Aux États-Unis, on l'appelle Santa Claus et c'est en surf des neiges qu'il se déplace. Merry Christmas! Joyeux Noël à vous aussi. Il est aussi à ski nautique ou encore en jet ski. Belle performance. En Australie, c'est l'été. Noël, on le passe à la plage. À Bondi Beach, il fait 32 degrés et le Père Noël est un surfeur naturellement. C'est à la Chine que la palme d'or du Père Noël qui a mouillé sa chemise revient cette année, dans le grand aquarium de Pékin. Plus près de nous, en Allemagne, à Berlin, on se jette à l'eau, dans le plus simple habit. Cette fois, elle est à 1 degré, mais c'est bon pour la santé, dit-on. En Bavière, en revanche, on est très habillé. Une coutume qui remonte au Moyen-Âge pour faire peur aux enfants. Drôle de tradition. Même en plein cœur de l'océan Pacifique, on peut fêter Noël, une fête en solitaire pour le navigateur Jean-Luc Vandenette qui poursuit son tour du monde. Manuel Tissier l'a contacté tout à l'heure. Un réveillon agité. À 4000 km de la première terre habitée, Jean-Luc Vandenette a passé son 4e Noël dans les eaux tumultueuses du Pacifique Sud. Le navigateur solitaire à bord de son monocoque tente de battre le record autour du monde contre vents et courants dominants. Vandenette a quitté la Bretagne il y a 48 jours, cap à l'ouest. Mais ses amis avaient caché à bord quelques surprises pour égayer ce Noël en solo. J'ai commencé par ouvrir mes petits cadeaux. J'avais quand même pas mal de petits paquets, quelques bonnes bouteilles, un petit peu de nourriture. Un autre marin solitaire a fêté Noël au milieu de l'océan. Francis Joyon est à bord d'un multicoque en route pour un autre record. Le tour de la planète vers l'est. Joyon est parti 2 semaines après Vandenette. Les deux hommes se connaissent bien et se sont promis de se croiser et de se voir près du pôle sud. On espère qu'on ne se croisera pas de nuit et que je pourrai immortaliser ça avec ma petite caméra et mon appareil photo. Drôle d'endroit pour une rencontre prévue autour du 31 décembre. Cette fois, les solitaires du jour de l'an pourront presque réveillonner entre amis. Même si les lendemains de réveillon sont parfois difficiles quand on a choisi de passer ses vacances à la neige, pas question de se priver d'une journée en plein air. En plus, le temps était au beau fixe, idéal pour apprécier le paysage. À Villard-de-Lans en Isère, Stéphanie Labrousse, Thierry Monnier. La neige, le soleil et un paysage splendide comme sorti d'un conte de Noël. Ici, il y a des montagnes. Et c'est beau la montagne? Oh, très beau. C'est beau le paysage. Ouais, c'est très joli. On a fait du téléski, puis c'est la montagne, c'est très joli. Le Père Noël, il vient en traîneau, tout ça, et c'est un mythe, quoi. Et pour les enfants, se retrouver en famille à la montagne et faire du ski le jour de Noël, c'est fabuleux. Et pour les parents? Également. Situé dans le massif du Vercors, Villard-de-Lans n'affiche pas encore complet. Ce sera chose faite à partir de ce week-end. En France, c'est presque une tradition. La fréquentation des stations de ski est au maximum pour le Nouvel An. Noël, aussi surprenant soit-il, ne fait pas le plein. Il y a une habitude pour venir le jour de l'an au ski. Par contre, à Noël, c'est l'esprit famille et c'est les gens souvent qui viennent profiter de leur résidence secondaire ou alors se retrouver, la belle famille, parce qu'ils sont partis travailler ailleurs et ils viennent se retrouver ici à la montagne. Donc il y a un esprit famille très important. Aujourd'hui, petits et grands ont donc joué les enfants gâtés en toute quiétude et savouré à défaut de bûches une neige appétissante sans affluence. Moi je viens pas souvent à la montagne, donc là j'en profite à Noël, plutôt qu'en février où là il y a beaucoup plus de monde. Des fêtes dans un cadre privilégié, on s'attendrait presque à voir surgir le Père Noël. Personne pourtant n'a réussi à l'apercevoir cette nuit au pied des grands sapins. Ce soir, sur notre chaîne, l'événement, c'est le téléfilm Le Lion, adapté du roman de Joseph Kessel, un conte initiatique qui s'adresse à toute la famille et vous y découvrirez un duo inédit, Alain Delon aux côtés d'Anouchka Delon, le père et la fille qui nous font la joie d'être en direct sur ce plateau en cette soirée de Noël. On se retrouve tout de suite après le reportage d'Olivier Lenouza et Emmanuel Lambert. Il suffit de se promener le long des quais à Paris, du côté des bouquinistes, pour dénicher l'un des classiques de Joseph Kessel. Le Lion, un roman paru en 1958, un ouvrage vendu à plus de 3 millions d'exemplaires.
Je l'ai lu quand j'étais très jeune. Je devais être je sais pas, en 5e. Il y a une espèce de violence qui est contenue. C'est un peu féerique et magique à la fois en fait. Le lion, né de l'imagination d'un auteur amoureux de la nature humaine. Joseph Kessel, journaliste, baroudeur, correspondant de guerre, écrivain, résistant, il dévora le monde, se prit de passion pour l'Afrique, cadre de ce roman. Le lieu de l'action est le Kenya, en bordure du Kilimandjaro, dans une réserve pour animaux sauvages. Le décor est planté, reste l'histoire. Une enfant découvre la vie, en compagnie du roi des animaux. Un voyage initiatique, adapté à la télévision. L'occasion d'une rencontre, celle de deux acteurs, Anouchka et Alain Delon. On y va. Le papa, fier de sa fille, pour la première fois à l'écran. Alain Delon, bonsoir. Anouchka, bonsoir. Bonsoir. C'est de la fierté ou c'est tout simplement du bonheur de jouer avec sa fille? C'est tout à la fois. C'est tout à la fois, surtout quand on a voulu ce film, que ce film est pour elle, existe pour elle, par elle, et que c'était mon vœu le plus cher. Et c'est formidable d'y être arrivé. Vous êtes magnifique, Anouchka, dans ce rôle qui est très sauvage, très spontané aussi. Ça a été difficile de jouer avec papa, entre guillemets, qui est aussi un mythe? Pas trop. C'est comme la vie normale. Hein. C'est mon père dans le film, mais c'est pas trop dur. Mais il vous a donné des conseils? Comment ça se passait? Oui, beaucoup de conseils. Et à la fin, ça commençait à être très énervant. Vous êtes rebellée? Elle est très rebelle. Non, ce que je voudrais dire, c'est que ce soir, Le Lion, c'est très important sur France 2, parce que moi, personnellement, je crois que ce film, c'est un cadeau que j'ai fait et que j'offre à ma fille. Ce sera difficile de renouveler ce genre de cadeau tous les ans. Et puis, je crois que c'est un cadeau que la chaîne fait à tous les enfants de France de 7 à 77 ans, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un conte initiatique. C'est une chose tellement belle, c'est un rêve, c'est une promenade, c'est une bouffée d'oxygène. Et je crois que ce soir, tous les enfants, pour Noël, ne peuvent difficilement avoir un plus beau cadeau. Oui, puis c'est aussi une superbe histoire d'amour, justement, entre un père et une fille, et tout le monde peut s'y reconnaître. C'est pas seulement l'histoire d'amour entre un père et une fille, c'est surtout d'abord l'histoire, comme l'a écrit Kessel, et l'a voulu Kessel, c'est l'histoire d'amour entre le roi des animaux et la plus belle chose du monde, qui est une petite fille. Et en l'occurrence, quand la petite fille est la mienne, c'est encore beaucoup plus fort. Alors comment ça s'est passé justement ces tournages? On vous a vu chevauchant un lion. Ça a été comment ça s'est passé? J'ai interdit à ma fille de révéler tous les secrets du tournage, mais je veux dire, elle a été magnifique. Elle a su s'adapter au lion et le lion à elle. Mais tu peux t'expliquer comment tu... Non, ça s'est très bien passé. T'avais un peu peur au début, dis-le. Ouais, j'avais peur, très peur. Et puis ça s'est bien passé. C'était comme mon chien à la fin. C'était comme votre chien. Est-ce que vous a donné envie, Anouchka, de continuer sur la route de votre père? Oui, un petit peu. Vous êtes encore jeune, mais c'est déjà une envie? Oui, mais j'ai le temps encore, donc... Mais oui, ça m'a donné envie. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce jeu? Tout. J'ai adoré faire l'actrice. C'est génial. Et quand vous disiez que votre papa vous donnait des conseils, c'était quoi? C'était fais comme ça, pleure comme ça. Non, c'est plutôt des indications que des conseils. Mais elle supporte difficilement les indications. Les conseils, encore pire. Hein? Ouais. Donc elle a déjà une personnalité comme papa? Ah, je ne sais pas comme papa, mais elle a une très forte personnalité. Et elle a, je crois, inné aussi beaucoup de talent. Elle a beaucoup de dons, comme son père a eu peut-être à ses débuts, parce qu'elle n'a jamais travaillé ce métier, pas plus que je l'ai travaillé moi. Donc je crois que le don, ça ne s'improvise pas, ça ne s'explique pas, ça se constate. Et je le constate chez ma fille. Est-ce que c'est un passage de relais pour vous? Ce que vous venez de dire est très important pour moi, et très émouvant. Oui, je pense que c'est un passage de relais. Rien ne serait plus beau pour ce métier que j'ai fait depuis plus de 40 ans avec passion, avec amour, que je considère comme le plus beau métier du monde, que ce métier soit continué il est déjà par mon grand garçon, que le soit continué par ma fille et par mon petit garçon, ce serait pour moi
le bonheur total et suprême. Eh bien, écoutez, on vous le souhaite. Merci beaucoup, Anouchka. Et puis, on souhaite que les téléspectateurs soient au rendez-vous pour ce magnifique conte. C'est un cadeau, il faut bien le savoir. Dis, je t'en prie. Je voulais en profiter pour souhaiter un joyeux Noël à tout le monde qui nous regarde et puis une très très bonne année. Eh bien, merci à vous et joyeux en retour, Noël à tous et à tous les téléspectateurs. Joyeux Noël. Et puis, je sais que vous allez rentrer à la maison pour regarder devant votre petit écran. Merci beaucoup à tous les deux. Merci joyeux Noël. Merci. Voilà, et on va terminer par bien cette tradition, la tradition de la crèche. Et pour nous, ça a été l'occasion, en se rendant à la crèche qui est installée dans l'église de Saint-Sulpice à Paris, eh bien, de poser la question à de jeunes enfants de savoir eh bien, ce que signifie Noël pour eux. Écoutez, Julia Delage, Chloé Lecomte. Même si pour les enfants, Noël c'est avant tout les cadeaux, à l'origine c'est une fête religieuse. Depuis le XVIe siècle, les crèches font partie du décor et certains connaissent l'histoire par cœur. Qu'est-ce qu'il y a à ton avis dans la crèche là aujourd'hui? Jésus. Et on l'a mis quand, Jésus? Hier. Hier à quelle heure? Minuit. Bien. Mais d'autres, même devant une crèche géante, ont des connaissances plus approximatives. Il y a qui dedans? Vous savez qui est? Oui, Jésus. Les trois rois mages. La femme de Jésus. La femme de Jésus? Non. La mère de Jésus. Le père de Jésus. Et au fait, il serait né il y a combien de temps, Jésus? Je crois que ça fait un peu plus que 1000. Un peu plus que 1000. Je sais plus. C'est important pour toi de venir voir tout ça? Pas trop, mais je regarde parce que c'est joli. Vivantes, figées ou animées, les crèches sont installées pour environ 1 mois. Au moins jusqu'à l'Épiphanie, le 6 janvier, jour où les 3 rois mages auraient rencontré Jésus. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Isabelle Martinet, le point route, Julien Pascal. 20h55, ne manquez pas le Lion, donc avec Alain Delon et sa fille Anouchka. 1h moins le quart, dernier journal, Ève Mété. Et on se quitte sur ces images de baigneurs courageux. C'est une tradition depuis 40 ans à Collignon, près de Cherbourg. Tous les 25 décembre, à 11h très précisément, eh bien, des dizaines de personnes se jettent à l'eau. Température de l'eau 10 degrés et à l'extérieur 8 degrés. Voilà, excellent Noël à tous. À très bientôt. Lundi, vous retrouvez David Pujadas.